Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Mais pour moi, la mort, c'est une transition. Bonjour Alain Labonté. Bonjour Poussette Divani. Alors, bienvenue au balado On meurt d'en parler. Aujourd'hui, nous accueillons Christine Brouillette sous le thème de la mort comme moteur de création. Bonjour Christine. Bonjour Sadie. Bonjour Christine. Bonjour Alain. On est vraiment content de t'accueillir parce que quand on a commencé à chercher des thèmes pour le balado, bon, bien entendu, on a pensé, exemple, à des maisons funéraires, à des soins palliatifs et tout ça. Et à un moment donné, j'ai pensé à ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, de Ginette Renault, Si Dieu existe, de Claude Dubois. Puis je me disais, mon Dieu, il y a la création aussi qui entoure le thème de la mort. Et tout de suite, j'ai pensé à toi. J'ai appelé Poussadi. J'ai dit, Christine, qui est une des romancières les plus lues au Québec, ça fait près de 40 ans que tu publies des livres, que tu as écrit des livres jeunesse, des livres historiques, des polars, tout ça. Je me demandais, est-ce que quand tu étais jeune, tu étais une lectrice? J'étais une lectrice compulsive. Ah, Dès que oui? j'ai appris à lire, je me suis vraiment plongée dans la lecture, toute la bibliothèque rose, verte, les fantomètres et les contes et légendes. Les contes et légendes, pour moi, c'était vraiment... D'abord, j'arrivais avec... Je connaissais d'autres cultures par les contes, donc ça, je trouvais ça formidable de m'ouvrir à d'autres mondes. Et c'était aussi les cultures classiques, donc les contes et légendes formateurs, tout ce qui était la mythologie grecque. Pardon, je vais prendre un petit verre d'eau. Bon, la mythologie grecque, la mythologie romaine, tout ça, moi, c'est hyper important pour moi. Mais ce qui a été vraiment déterminant, puis je le dis, puis je suis heureuse de pouvoir dire avec toute la gratitude que j'ai pour Kim Yaroshevskaya, quand on était jeune, il y avait la boîte à surprises et Fanfreluche. Et Fanfreluche, pour moi, elle revisitait les contes. Donc, elle s'appropriait des contes de Grimm, de Perrault, elle les recréait à sa manière. Et moi, j'ai vraiment compris ça comme une liberté qu'elle se donnait. Et je me suis dit, on peut faire ce qu'on veut finalement dans la création. Et moi, j'ai compris ce que c'était la création grâce à elle. Et après ça, je me suis dit, moi aussi, je peux faire des choses parce que j'écrivais des contes quand j'étais petite. J'ai des sur mon beau papier bleu, là, puis je les illustrais et tout ça. Donc, très, très jeune, j'étais vraiment quelqu'un pour qui la lecture était Tu peux pas me faire plus plaisir que de m'offrir un livre. C'est comme si Kim Yaroshevskaya t'avait donné la liberté de pouvoir créer ce que tu voulais. Oui, la liberté d'arriver dans toutes sortes d'univers, de personnages. Et non, elle m'a fait un cadeau, sans le savoir, mais elle m'a fait un cadeau somptueux. Ah, ben c'est bien. Oui, c'est intéressant. Moi, vous parlez de littérature jeunesse, mais par rapport à la mort, c'était plus des séries de dessins animés japonais. Ah oui, tu sais, ce contact-là. Les mangas? Oui, c'est ça, par rapport à la mort. Là, c'était toujours des orphelins, tu sais... Hachi le prince, il y avait le petit castor, c'était toujours des enfants qui avaient perdu leur maman, puis il y avait une tristesse là-dedans, et puis c'est comme le premier contact. Ah, mon Dieu! Mais les contes et même les textes, je pense à les contes de Charles Dickens, oui. On est souvent dans des enfants orphelins qui ont des épreuves à traverser, et ça nous broie le cœur, on se met à la place de l'enfant, puis quand on est petit, on a peur d'être abandonné. Donc, il y a quand même, il y a toujours dans les contes pour enfants ou dans les livres pour enfants, moi j'ai écrit pour les enfants beaucoup, là, je le fais plus, mais j'ai fait beaucoup. La notion de la mort est présente, elle n'est pas nécessairement dite comme un enfant qui va décéder à l'hôpital. Moi, j'ai pas traité ça dans mes romans, mais quand même, les enfants, ils veulent le danger, ils demandent le danger. Faites le test de raconter une histoire à un enfant et il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas Ils de vont te le réclamer loup. quasiment. C'est systématique. Après 5 minutes, oui, mais il est où le monstre? Le méchant loup, il se passe quoi? Ça parce que ton cœur palpite le temps de la lecture, mais quand la lecture se termine, tu es quand même en sécurité chez toi, là. Mais le monstre a été terrassé, a été vaincu. Et je pense que le roman policier, c'est un peu ça. C'est des contes pour enfants, pour grandes personnes, parce qu'on a peur, mais dans le confort de notre salon. Moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de plonger dans un roman policier, puis
paniquer pour le personnage. Je me disais, mon Dieu, non, faut pas qu'elle aille là. Faut surtout pas qu'elle aille là. Bien évidemment, elle va y aller. Sachant que tu es embarré chez toi. Oui, c'est ça. Moi, je suis en sécurité à la maison. Je suis avec mon petit Eyokuro et puis tout va bien. Mais cette notion-là, avoir peur quand tu es en sécurité, c'est paradoxal, mais c'est agréable. Là. C'est vrai, tout à fait. Mais toi, Poussadi, tu parles de ces films-là japonais, tout ça, mais tu as des enfants. Oui. Puis c'est quoi ça, le rapport avec la littérature jeunesse par rapport à la mort, c'est ça que je me disais, les romans policiers, certes, mais on ne traite pas... Il y a comme une pudeur, je ne sais pas si c'est moi ou que cette perception-là, de la façon dont on traite la mort dans notre société, dans les livres pour enfants, c'est plus la mort d'un grand-parent, la mort la mort d'un poisson rouge, d'un animal. Mais je dirais que c'est en train de changer. Oui, c'est ça. La littérature jeunesse, moi, que j'ai écrite puis que je lisais et que pendant longtemps, on a été, à faire... Bon, il y avait des événements dramatiques, tragiques qui arrivaient aux enfants, mais aborder d'une façon très directe la mort d'un enfant ou des épreuves très proches de la réalité, ça se faisait moins. Ça se fait de plus en plus et ça se fait avec beaucoup de talent. Moi, je me souviens que durant la pandémie, j'ai parlé d'un livre où le méchant loup est dans la maison. En fait, c'est le conjoint de la mère de l'enfant, une petite fille, je pense, qui a peur parce que ce monsieur-là, il est violent. Puis il est rentré dans leur famille, puis ils sont enfermés avec. Et ça, c'est pas un thème qu'on abordait d'une façon aussi franche. Et là, on le fait maintenant et on le fait de plus en plus. Et je trouve ça sain parce que ça permet aux enfants de cristalliser leurs inquiétudes. Puis s'ils vivent la même chose, au moins ils se sentent compris. Ils sentent qu'ils sont pas les seuls à qui ça arrive. Ça fait écho. Ça fait écho. Puis quelque part, il y a aussi que ça peut te donner un son de cloche, comment l'enfant va réagir. Ben si tu sens que ton enfant il est terrifié, il fait des cauchemars et tout, il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut s'en rendre compte, qui peut dire « Hey, cet enfant-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Puis ce livre-là, il a réagi fortement. Il y a quelque chose, là. Il faut creuser. Parce que c'est ça, il faut être vigilant autour de nous, là. Il y a des morts qui pourraient être évitées peut-être si on était un peu plus vigilant. Les dernières années, tu as surtout écrit des polars. Si on pense à Maud Graham. Oui, Maud Graham, 19. Oui, c'est ça. On t'a écrit Chère voisine, il y a eu Marie Laflamme. Bon. Toi, Christine Brouillette, est-ce que tu as peur de la mort? Évidemment. Dit-elle subtilement. Je ne vois pas qui peut ne pas avoir peur de la mort. Si tu peux l'apprivoiser, tu peux... c'est inévitable, évidemment. Tu peux te dire, des gens qui sont malades, j'en ai connu des gens qui ont vécu des choses dramatiques. Il y a des gens qui ont vu la mort venir, puis ils l'ont vu avec sérénité, parce qu'ils avaient passé plusieurs étapes, les fameuses étapes du deuil, puis de l'acceptation et tout ça. Mais il y a des gens qui étaient encore en train de lutter. Bon, moi, j'espère que je ne serai pas dans ceux qui luttent. J'espère que je vais être dans ceux qui font un cheminement nécessaire pour arriver à accueillir la mort et se dire, regarde, c'est un moment important. Je vais le vivre intensément du mieux que je peux. Il y a tous les cas de figure et je n'ai aucune idée de comment je serai à ce moment-là. C'est la même question quand on se dit... moi, j'ai habité longtemps à Paris, puis il y a des gens du moment de la guerre qui ont été dans les résistants, puis des gens qui ne l'étaient pas. De quel bord j'aurais été? Moi, j'ai pas dit que je me serais comportée avec beaucoup de courage, de noblesse, là, de rien. Je sais pas comment... Mais tu as quand même la sensation qu'à force d'écrire sur ce thème-là, tu l'apprivoises lentement, de plus en plus peut-être. Je l'apprivoise lentement, mais je pense que c'est plus l'âge qui me force à apprivoiser la mort, parce qu'on est obligé de faire des deuils constants quand on vieillit. C'est vrai. Et ne serait-ce le deuil de l'énergie. On n'a pas l'énergie qu'on avait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Moi, je vois la somme de notre travail qu'a représenté Marie Laflamme. Je pense pas que je referais ça aujourd'hui. OK. Donc, c'est des petits deuils, mais oui, c'est vrai que d'écrire des romans noirs, je suis toujours dans cet univers-là. J'y pense constamment. Je te dirais que j'apprivoise pas la mort, mais j'apprivoise... la souffrance. C'est-à-dire que je me dis qu'il y a quand même des gens qui ont vécu des choses dramatiques puis qui s'en sortent. J'ai beaucoup d'exemples de résilience. Quand je prends de la documentation, je lis sur des gens où ils ont été assassinés, mais des témoins, des gens autour, les dommages collatéraux, les familles et tout ça. Et tu dis, mon Dieu, que les gens sont plus forts qu'on peut l'imaginer. Il y a vraiment des gens formidables qui sont face à la mort, qui sont d'une grande dignité et qui m'impressionne puis qui m'inspire, mais
Mais bon, écrire sur la mort, je sais pas. Je vais le savoir quand je vais être rendue là si On se si je suis téléphonera. plus à l'aise. Je suis plus à l'aise ou pas tant à l'aise. Mais ce qui est sûr, c'est que la mort, pour moi, fait partie de mon travail. En fait, je dis la mort. Ce serait mieux de dire des meurtres, Ouais. parce qu'il y a une différence entre une mort douce, Une mort paisible, naturelle une comme mort ça, naturelle, ouais. qu'on se souhaite tous, Ouais. et une mort tragique, une mort brutale. Par contre, moi, dans le travail que je fais, cette mort-là brutale, je dois la travailler, je dois la comprendre. Et c'est très différent si par exemple, si j'ai un personnage qui en assassine un autre en tirant dessus à une distance des 2 bons mètres réglementaires. Hein? Oui, oui. mais, Soyons clean. et si quelqu'un enfreint les règles de la pandémie, il va poignarder quelqu'un, il va avoir un contact intime. Ouais. Et c'est pas la même chose. Un policier qui va enquêter sur un meurtre d'intimité, une personne qui est poignardée 28 fois, tu peux imaginer que l'assassin était enragé. Alors que si tu as une balle dans la tête, tu peux penser à une exécution. Il y a un côté froid là-dedans qui n'est pas du tout l'intimité de l'autre meurtre. Mais moi, quand j'écris, je dois décider de ces morts-là. Et, Mais ça me fait penser, quand tu dis que tu dois décider, je sais la rigueur que tu mets dans ton travail, dans le sens que, bon, ça doit être de la fiction, mais c'est calqué sur du réel de je me A à Z. renseigne, en tout C'est cas, bon. oui. Dans, exemple, on le voit comme dans Marie Laflamme, quand tu parles de la peste à Londres, tout ça, bon, on est dans un temps de pandémie, il y a un parallèle à faire là. Mais je me souviens dans une entrevue, justement, que tu disais que quelqu'un qui avait, je sais pas, mettons une balle au niveau de la tête, ou qui avait du sang qui giclait, jaillissait. Bon, que toi, dans ton travail, tu avais été chercher l'information, Bien savoir la sûr. personne, est-ce qu'elle était debout, assise, à Oui. genoux, bon, tout ça. Oui. Est-ce que au fil des années, ça t'a amené inévitablement à rencontrer des gens, tu sais, des corps de métier qui gravitent toujours alentour de la mort? Oui. Est-ce qu'il y a des corps de métier qui t'ont vraiment épaté, dans le sens que tu ne doutais pas de cette rigueur-là aussi de leur côté? Bien, à ce point-là, moi, tu parles de trajectoire de sang. Moi, je pense immédiatement à François Julien, qui est une sommité, qui est un biologiste judiciaire, qui a inventé des procédés, qui est quelqu'un qui c'est un homme remarquablement brillant, puis très, très bon vulgarisateur. Donc, moi, je suis loin d'être une scientifique, je le confesse. Et François, il est patient, m'explique longuement les choses, mais c'est par François que j'ai eu toutes les subtilités sur, si la balle arrive est à telle distance, ou ça dépend de la distance, ça dépend de l'angle, ça dépend d'un paquet de choses pour savoir est-ce qu'il va y avoir des fines gouttelettes, est-ce que ça va être des grosses gouttelettes, est-ce que ça va être à 1 mètre, est-ce que ça va être à 2 mètres, et tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'aller au laboratoire de sciences judiciaires. Il y a des gens, tu dis le laboratoire de sciences judiciaires, ils voient la morgue puis ils paniquent. C'est vrai que c'est impressionnant d'entrer dans la morgue parce que c'est un lieu qui est vraiment étrange. C'est pas pour chaleureux, quelqu'un entre qui guillemets. n'y vit pas. Non, mais C'est assez inusité, là, comme lieu. Tu as une impression de c'est aseptisé, c'est très, très froid, mais très moderne. Enfin, je sais pas. Tu es impressionné parce qu'il y a des machines, il y a toutes sortes de choses. Et j'ai perdu le fil de ce que je suis en train de raconter. Bien, quand tu es allé à la rencontre... Oui, c'est ça. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont toutes sortes des ingénieurs, des gens qui sont en microbiologie, il y a des gens derrière des microscopes, tu as des gens qui font il y a une espèce, pas un stand de tir, mais qui font des essais avec les balles. Des tests. Des tests balistiques, ça, c'est important. Et en fait, c'est tous les gens qui travaillent là, ils ont chacun leur pièce d'un puzzle. Ouais. Et le casse-tête se fait quand tout le monde met la main à la pâte et que tout le monde apporte un élément supplémentaire et on se rapproche. Plus on a d'éléments à donner, plus d'informations on peut donner aux enquêteurs, plus les enquêteurs ont le temps, ont la chance d'avancer dans leur travail, parce que c'est tous ces éléments-là tous ces indices-là qui vont les amener à trouver un criminel. Puis c'est important de trouver le criminel. Je pense que autant la personne qui va comparer de la peinture de voiture, juste un petit éclat avec tous les numéros de série qu'ils ont de toutes les voitures, trouver que c'est de la telle couleur, de telle voiture, de telle année, c'est important autant que de trouver les traces de sang, d'expliquer, parce que c'est tout le monde qui participe à la solution. Puis les policiers, après, avec ces outils-là, s'ils trouvent le criminel, bien, ils apportent une certaine paix à la famille. Parce Absolument. que quand quelqu'un est assassiné, cette mort violente-là, elle est extrêmement choquante. Mais s'il y a un coupable, je ne dis pas que si tu as moins de peine, si tu as la même peine, la peine reste là, puis elle est une
une cicatrice à vie. Mais il y a une espèce peut-être d'apaisement qui arrive parce qu'on sait qui a tué. Et au même titre que on doit savoir où est le corps, on doit pouvoir faire son deuil. Les gens qui disparaissent puis qui restent, ça reste dans où? La question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est terminé? On reste dans le nébuleux. C'est très, Mais il y a toujours une difficile à attente. vivre. Oui, il faut pouvoir boucler une chose, même si elle est douloureuse, c'est pouvoir se recueillir, pouvoir se dire, tu sais, tout le rituel de la mort, quand il était enlevé, c'est encore plus difficile à vivre. Tu as beau de faire une cérémonie funéraire, est-ce que... Tu n'as pas fait les derniers adieux. Tu ne sais pas. Et donc, je trouve que le travail, moi, tous les gens que j'ai rencontrés, écoute, au-dessus de 30 ans de métier, là, j'en ai rencontré beaucoup, autant des journalistes, Tu vas dans des des avocats, prisons aussi? Je suis allée dans des prisons et tout ça. J'ai rencontré vraiment des gens de tous les univers. Personne jamais m'a refusé une entrevue. Même des médecins très, très, très occupés, des avocats, tout ça, des gens qui n'ont pas juste ça à faire. Mais ils veulent qu'on parle bien de leur travail. Ils veulent exprimer comment tous ces efforts qu'on fait pour trouver... aider à la compréhension. Aider à la compréhension, parce que je pense Mais qu'ils sont aussi... c'est fou, tout le travail, en fait, que on tu penserait accordes. pas, là. Oui, c'est... je trouve ça vraiment Pour écrire, intéressant. c'est ça. Oui, mais je suis une psychorigine angoissée. Moi, ça me sécurise d'avoir une bonne documentation. On t'aime psychorigide. Mais c'est justement pendant cette période de pandémie là, où c'est assez sombre. Est-ce que ça vous pousse encore plus à créer? Est-ce que c'est Non. Non, il n'y a pas une grosse différence pour moi. En fait, la pandémie, ce qui a été, ce qui est déterminant, c'était le choix du prochain roman. Parce qu'au moment où on a été confinés, moi, je terminais les cibles. Et donc, j'étais dans la révision. La révision, tu n'es pas dans la création. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose d'assez technique. Alors, ça s'est bien passé. Et puis, donc, je travaillais là-dessus. Après ça, il fallait que je m'embarque dans un prochain roman. Puis là, je ne pouvais pas faire un Maud Graham parce que Maud Graham est d'actualité. Et Maud Graham, elle vit la pandémie. Puis moi, la pandémie, on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc, je ne peux pas écrire quelque chose, puis qu'au moment où ça sort, le livre, bien là, on se rend... Entre-temps, c'est pas ça qui est arrivé, finalement. Oui. Je vais attendre une bonne année. Tu devrais peut-être écrire un livre jeunesse. Je vois un truc fantastique. Ah oui, peut-être. Je vais laisser aller les choses. Alors là, je suis en train d'écrire un roman qui se passe entre 1985 et 2017. Alors, ça va. 3 ans avant la pandémie, on est correct. OK. Si ma mémoire est fidèle, dans les Maud Graham, oui, c'est ça, dans les 19 livres où Maud est mise en lumière à chaque fois, j'ai noté que souvent, il y avait quelqu'un qui mourait au début du livre. Oui. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Simplement parce que moi, je n'écris pas dans le roman policier, il y a toutes sortes de formes. Il y a le roman noir, roman énigme, roman judiciaire et tout ça. Moi, les romans énigmes, je pense, style Agatha Christie, ça ne m'intéresse pas. Deviner qui est le coupable, je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est de savoir qui est le coupable, pourquoi il l'a tué. C'est la psyché du meurtrier qui m'intéresse et comment on va arriver à le piéger. Comment son intelligence va essayer de déjouer l'intelligence. Tu sais, c'est le mal contre le bien et que Maud Graham fasse son travail ou des fois elle peut échouer comme tout le monde. Là. Mais moi, donc, je veux pas que les gens continuent à chercher qui est le coupable. Non, on va le savoir assez vite. Oui. C'est pas dans tous mes romans, mais dans plusieurs romans, oui. OK. C'est une manière de travailler. Puis, si jamais vous aviez à écrire un livre jeunesse, là, comment vous aimeriez aborder la mort auprès des jeunes en 2020? Eh mon Dieu, il faudrait que je réfléchisse longuement à la question. Je ne peux pas répondre comme ça. C'est une bonne question, je trouve. Parce que tantôt, on parlait des poissons puis tout ça. Mais moi, on est rendu ailleurs un peu. Moi, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, ça serait... Mais justement, le conte dont je parlais, Le grand méchant loup dans la maison, là, ça, c'est proche de ce que moi, je ferais si j'écrivais aux jeunes, parce que ce que je voudrais, si j'écrivais à des jeunes avec tous les confinements qu'on a, c'est leur donner des outils. Si j'allais plus dans la vérité, puis je parlais plus directement de la mort, parce que moi, j'ai écrit beaucoup pour les enfants, mais c'était des détectives qui enquêtaient. Oui, il y avait des morts, puis tout ça, mais c'était pas eux jamais qui décédaient. Donc, c'est mes petits héros et tout ça. Là, si je devais parler plus directement de la mort, d'une façon plus réaliste, à des enfants, je serais plus en leur donnant des outils, en disant ça, tu dois dire non, tu dois demander de l'aide, tu peux, puis c'est pas vrai que ta maman va être enlevée si
tu dénonces la personne qui fait des choses qu'elle ne doit pas faire avec toi. Parce que c'est facile de faire croire tellement de choses à des enfants. Là. Et c'est comme ça que les pédophiles là, peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est parce pendant des années. Pendant des années et tout ça. Donc, j'inciterais les enfants à rompre le silence, en fait. Parce qu'il y a des silences qui sont mortifères. La personne n'est peut-être pas assassinée tout de suite, mais elle se recroqueville sur elle. On l'éteint. Absolument. Et ça, je trouve que c'est des morts lentes et cruelles. Et il faut travailler pour empêcher ça. Il faut être vigilant. Mais je trouve que ça aussi, c'est des outils, pas juste pour les enfants, mais pour les parents aussi. Combien de parents sont angoissés face à la mort? Ils ne sont pas capables d'en parler. Mais c'est peut-être à travers justement ce type d'écriture-là qui pourrait peut-être venir les chercher. Ouverture. Oui, puis avoir les bons mots, parce que souvent, c'est les bons mots qui nous manquent pour parler de la mort. Mais je pense en fait qu'il y a deux choses, moi, qui me font du bien. C'est lire des romans policiers, pour moi, c'est formidable parce que je m'évade complètement, puis je m'attache aux personnages, puis j'aime ça, ce danger-là, puis j'aime... Là, je suis en train de lire les romans de Sarah Lovestam, c'est formidable, avec son personnage de Couplan, qui est un des plus beaux personnages créés dans les 20 dernières années, donc je suis emballée. Mais j'aime ça, lire ça, mais ce qui est bon aussi à lire, puis ce qui peut nous apaiser, c'est de lire la poésie ou de lire des livres qui sont complètement en dehors de ma réalité. Je pense au merveilleux livre de Dominique Fortier. Oui. Mon Elle écrit tellement bien. C'est la grâce incarnée, là. Moi, ça me fait du bien. Et je pense que même si c'est pas son sujet du tout, elle parlait d'Emily Dickinson, là, mais Emily Dickinson a une vie assez réduite dans sa chambre. Elle sortait pas. Ça m'aide à affronter les choses qui sont difficiles, dont la mort. Et on parlait d'un moteur de création. Quand tu pars dans ton énigme, au début de l'écriture d'un livre, est-ce que ton personnage qui va mourir, c'est clair dans ta tête au départ? Ah oui, parce que je fais des plans. C'est à partir de ça que tu construis alentour. OK. Oui, moi, je fais vraiment un plan. Là, tout ce qui va arriver chapitre par chapitre, tout est divisé. Il y a des surprises, parce qu'il y a des personnages qui me font des surprises parfois. T'es structurée à ce point-là? Ah oui, moi, je suis maniaque. Wow. Psychorigide, maniaque. Oui, elle a toutes les belles qualités. Non, mais c'est fou. Mais c'est ma manière de travailler. Mais il y a des gens qui travaillent absolument pas comme ça, puis qui font des œuvres qui se tiennent parfaitement. Je pense à Yann Manouk, qui est tabarnouche, et Raoul Delguerre. Il n'y a pas de plan. Voyons. Pour moi, c'est un extraterrestre. Mais donc, il n'y a pas de recette. Mais moi, j'ai vraiment besoin de savoir où je vais. D'abord, parce que je fais du repérage. Tu dis, je fais la recherche et tout ça. Mais moi, je vais sur les lieux où, quand il y a un meurtre dans un roman, je vais voir la mort, elle a eu lieu où. C'est quoi ma scène de crime? Tu vas identifier ton lieu réellement. Ben oui, parce que, écoute, il y a des caméras pas loin, il y a une maison, il faut que je sache, moi, tout ça. Okay. S'il y a un autobus qui passe, puis il y a 32 personnes témoins On est souvent dans la ville de Québec aussi, oui, parce que Maude travaille à Québec et c'est ma ville natale. Mais en fait, j'ai installé Maude à Québec parce que quand j'ai créé les mots de Graham, je vivais à Paris, mais je parlais de Québec que je connaissais. Donc, puis là, je l'ai gardé à Québec, mais un jour, c'est son fils qui va prendre la relève et il sera à Montréal parce que, disons-le, il y a plus de morts dans mes romans qu'il y en a réellement à Québec. Ouais. C'est pas une ville dangereuse. Vraiment pas. Non. Alors, je mettrais ça à Montréal où il y a quand même plus. Il y a des gangs, il y a la mafia, il y a plus de choses. Bien, c'est plus multiculturel aussi. Alors, ces chocs de culture-là aussi. Oui. Hein, tout ça est très, très intéressant pour un auteur de romans policiers. Moi, je suis assez étonnée. On en a parlé déjà, toi et moi, à la vitesse dont tu écris. Parce que... Je ne fais que ça, cher Alain. Oui, mais c'est quand même... Je n'ai pas un autre métier, là. Peut-être, mais créer, c'est quelque chose. C'est pas dire je punch ma carte ce matin, puis je vais classer des trucs. C'est ça. Donc, il y a une rigueur. Bon. Mais après toutes ces années-là, à la vitesse que tu écris... Ce n'est pas plus facile. Non, mais est-ce qu'il y aurait des thèmes, si on demeure dans le polar, là, que tu n'as pas exploré encore, qui sont sur ta to-do list? Là? Moi, il faut que j'exploite tel truc. La violence conjugale, mais des femmes sur les hommes.
Ah, OK. Parce qu'on en parle très, très, très peu, C'est vrai. mais ça existe. Oui, tout à fait. Et d'autant plus dans un cadre familial, des enfants qui sont témoins de ce genre de violence-là, c'est dangereux. Là. C'est sûr que c'est 90% des femmes qui sont maltraitées par leur conjoint. Les chiffres, c'est ça. Mais il y a quand même un 10% qui existe. Mais j'ai pas trouvé l'angle encore, comment l'aborder. Mais c'est vrai que mais c'est intéressant. C'est quelque chose que je trouve... C'est tabou. Ou la violence entre conjoints du même sexe. On n'en parle pas beaucoup non plus. C'est vrai. Puis tout ça, pour moi, c'est des choses que... Parce que moi, je suis toujours au crime. C'est les crimes contre la personne. C'est des crimes dans l'intimité. Tu sais, j'ai jamais fait de livre autour d'une fraude, par exemple. Dieu sait qu'actuellement, les fraudes se multiplient, les fraudes bancaires, tout ce qu'on peut imaginer. Oui. Moi-même, je me suis fait voler mon identité. Bon, c'est très, très, très désagréable quand ça arrive. Mais il faudrait que j'ai des compétences vraiment dans la finance que je n'ai pas et que je ne pourrais pas acquérir parce que je n'ai aucun talent pour ça. Tu sais, on connaît ces limites-là. Je ne ferai pas de poésie. Et je on ne est assez parlerai pas de intelligent pour fraude s'aventurer au bon endroit. La fraude fiscale, non, c'est pas pour moi. Donc, il y a des choses comme ça. Je me dis, ça peut être riche. Puis je vais lire des romans qui vont porter sur ce sujet-là. Je me dis, c'est super bien fait. Mais tu sais, je lis, mais je comprends pas tout. Mais c'est pas grave. L'intérêt là quand même. Bon, il y a des choses que je peux te limiter. Mais les angles que tu viens de donner, c'est intéressant aussi pour toi parce que ça t'amène sur un terrain de découverte qui est extraordinaire. Oui, parce que la partie qui me nourrit, c'est quand je fais la recherche. Puis la recherche, tu sais, on rencontre des gens qui travaillent dans le milieu. Je pense que j'avais rencontré des femmes qui tenaient des maisons d'hébergement pour des femmes en détresse, violentées, tout ça. J'avais besoin d'entendre ce qu'elles avaient à me dire, ces femmes-là, puis de voir comment ça fonctionnait. Et donnez-leur de l'argent. Tout le monde manque d'argent. Tout ce qui est aide. Il y a un cruel besoin. Et là, avec la pandémie, la première chose que j'ai pensé, moi, puis ça, c'est vraiment l'auteur de Polar, première chose que j'ai pensé quand j'ai appris, quand ça a été le mot confinement à la mi-mars, je me suis dit, oh mon Dieu, les femmes qui sont prises avec leur mari violent. Là, elles n'ont pas d'échappatoire. Si elles veulent quitter la maison, il faut vraiment qu'elles appellent en pleine nuit dans la salle de bain, réussir à prendre ton téléphone. Tiens-toi loin de la cuisine parce qu'il y a des couteaux dans la cuisine, ça peut être dangereux. Et tu dis, ça, là, le confinement, là, moi, j'ai tout de suite vu la victime et son bourreau comme ça. D'autant plus avec des enfants. Avec des enfants aussi. Imagine le conjoint qui a perdu son travail, donc, et puis il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire, puis il est déjà violent, puis là, ça exacerbe tout. Mais ajoute l'alcool, tu sais, le feu peut prendre. C'est vrai ce que tu dis, puis ça me fait penser qu'au mois d'avril, avec mes amis Ingrid Falaise et Céline Lamontagne, on faisait un spectacle au Lion d'Or, justement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Puis quand la pandémie est arrivée, bien, inévitablement, on a dû annuler. On était censé le refaire en novembre. On a encore retardé. Mais je me disais, j'ai tellement hâte qu'on puisse le faire parce qu'il faut que les gens entendent ces choses-là. Puis bien entendu, nous, c'est un spectacle avec des textes, des chansons, tout ça. C'est quand même une belle soirée qu'on vit. Des soirées touchantes, là, émouvantes, mais il faut en parler parce que tu as totalement raison. Ingrid a fait un travail colossal pour ça. Écoute, mais plus on en parle, mieux. C'est comme n'importe quel problème, de toute façon. Tu sais, avant, on parlait jamais du mot... On disait jamais le mot inceste, mais tu sais que ça a toujours existé. Là. Puis bon, on a commencé à parler de ces choses-là, puis... Mais il faut nommer les choses. Mais je trouve que la problématique... Même la mort, là, il faut la nommer, la mort. Tout à fait. Mais on parlait en a peur, mais... C'est ça, de cette violence-là, de tous ces sujets-là qui touchent la société, mais c'est toujours, je trouve, le volet multiculturel qui fait défaut, où on n'est pas capable de rejoindre ces communautés-là parce qu'il y a une autre approche, tu sais. Tu sais, comme la violence conjugale, c'est une famille confinée, mais qui parle que la barrière de langue, c'est difficile d'aller les approcher, puis de tendre la main, puis viens, il y a une ressource pour toi. Je te dirais même avant la violence conjugale, juste rejoindre les gens qui sont de d'autres cultures et qui ne parlent pas français ni anglais. Comment peuvent-ils être au courant de toutes les mesures qui sont prises pour les protéger de la mort créée par la pandémie? C'est effrayant, ça, de se dire, mon Dieu, il y a des gens là, au Québec là, qui ne savent pas tout. Absolument. Mais juste pendant le confinement, il y avait des camions qui passaient sur le Côte des Neiges avec qui parlaient des gens qui parlaient plusieurs langues, qui leur
qui leur expliquait le port du masque, l'importance Mais du port faut du ça, masque. faut ça. Ah ouais, Tu sais, je me ouais. vois, moi, débarquer dans un pays dont je parle pas la langue. Comment je fais pour être Non, au c'est courant pas de évident. tout? C'est Là, tu es pas dans évident. une situation tragique. On est tous comme des poules pas de tête. On ne sait pas par quel bout prendre ça. On n'a jamais eu de pandémie. On sait pas comment ça fonctionne. Là. Mhm. C'est pas comme les gens qui avaient la peste avant. Tout à fait. Ça revenait régulièrement. Mais c'est drôle parce que ça me fait penser, quand tu dis c'est comme la mort, faut en parler. Ouais. Quand Poussady a créé le premier salon de la mort à Montréal, puis que je faisais les relations de presse, je me souviens au tout début qu'un journaliste me téléphone, puis qui part à rire au téléphone en disant, ben voyons, un salon de la mort. Et là, j'ai fait, ben, il n'y a rien de drôle. J'ai dit, on va tous mourir. C'est le temps qu'on en parle, tu sais, puis il y a eu comme un petit silence, mais c'est vrai quand même. Il y a Ben tellement oui, de parce thèmes qu'en comme ça. fait, quand on est confronté à la mort, c'est souvent la mort de nos parents. Puis là, ben OK, là, il faut trouver le salon funéraire, faut ci, faut ça, faut ça, faut ça. On n'est pas équipé, là. Non, non. On ne sait pas par Ben, quel- c'est ça que Poussady Voilà. dit toujours. C'est juste être préparé, juste cette réflexion-là, puis d'avoir un terrain neutre pour pouvoir. Mais à je tête dirais reposée, juste là. un exemple, puis je sais que la moitié des gens réagissent tout le temps quand je dis ça. J'ai dit, moi, mon testament, ça fait longtemps qu'il est fait. Ah oui. Hein, t'as fait ton testament? Ben oui. Moi, je pense que ça donne moins de troubles aux gens qui viennent après. Ben oui, c'est Puis ça. tu rends service à tout le monde, puis ça ne fait pas mourir de faire un testament. Non. J'ai l'impression que c'est le volet superstition. Là. Si je le fais, ça va arriver. C'est ça. Mais la preuve, Ouais. moi, je l'ai fait il y a Mais au vous moins autres, 20 ans. pour le puis, prochain livre, vous devriez vous parler parce que je pense que Poussady Non, mais va... c'est vrai. Ben oui, c'est- tout à fait. Ben oui, c'est ben juste- oui. mais je sais qu'autour de moi, quand je dis ça, ah ouais, t'as fait... Ah, je devrais le faire, mais tu sens que la personne n'est pas prête à le C'est faire vrai. tout de suite, là. Mais moi, je pense que... Mais je suis tellement d'accord avec toi quand on dit de pas nuire, mais de donner un poids, une charge aux Ben, c'est un gens. fardeau Voyons, aux descendants. c'est bien oui. plus simple de tout régler nos affaires fait. nous-mêmes. Ben oui, puis tu après mets ça- tant d'argent pour le party après. C'est puis, ça. tu Tu sais, sais ce que tu veux. C'est ça. Tu dis ce que tu Tu veux. dis ce que tu veux. Oui, oui, oui. J'aurais une dernière question Oui. pour la belle Christine. Tantôt, on a parlé des gens qui meurent puis qu'on ne retrouve pas tout de suite. Je pense, mettons, à la jeune Cédrica Provencher, Oui, exemple. oui. C'est que, Oui. tu sais, ça doit être extrêmement douloureux pour une famille d'être dans le néant, tu sais, de ne pas être capable de mettre les bons mots aussi à la situation. Absolument. Dans tes livres, toi, bon, comme on disait, il y a toujours une personne qui perd la vie. Est-ce que il y a une fin à son histoire dans tes livres ou des fois on reste dans des trucs nébuleux? Moi, la plupart du temps, on sait comment ça se termine. Enfin, on a une fin, je boucle. C'est important pour C'est toi? important pour moi. C'est important pour Maud Graham aussi. OK. Maud Graham, elle veut que les affaires soient réglées. Pas laissées dans... Puis dans les cibles, le dernier roman, elle était sur un truc qui s'était passé 7 ans auparavant et qu'elle n'avait pas résolu à ce moment-là. Puis... Et que ça la fatiguait, là. Et donc, moi, c'est très rare que je vais faire une fin ouverte ou qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais peut-être parce que autour de moi, il y a des gens, pas des proches, là, mais des gens que je connais, qui connaissent, des gens qui ont disparu. Et je sais ce que ça fait comme un ravage, comme, mon Dieu, comme désolation, comme... C'est une angoisse, c'est quelque chose qui plane, que tu peux pas t'en débarrasser. Non, Si c'est tu ça. fais avec, tu n'as pas le choix. Mais ton frère disparaît. Puis tu sais pas, Ouais. ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans. Tu peux jamais passer à autre chose. Est-ce que je l'attends? Puis, Ouais. tu sais, C'est ça. tu es obligé de vendre la maison, mais tu te sens en plus intruse en allant dans les choses de ton frère. Il n'est pas mort. On ne sait pas, tu n'as rien. C'est... On t'écoute parler, puis Maud Graham est plus vivante que jamais. Mon grand va encore travailler longtemps quand même. Oui. On l'aime, Maud. C'est une éternelle, elle. Ouais. C'est pas une mortelle. Non, à c'est fait. pas ça. Elle va mourir avec moi, Maud. Tout à fait. Ben merci, ma chère Oui, Christine. C'était un merci plaisir d'être beaucoup. avec Ça a été vous. très pour la- généreuse. Pour ta présence. J'étais ravie d'être avec vous. À bientôt.